Bonjour chers frères et sœurs, nous allons continuer d'examiner et de commenter l'écrit du père Godefroy Loyer, un prêtre français qui est arrivé et qui a visité au début du XVIIIe siècle la région des îles Eotile, la région d'Asoko. Nous avons vu à travers quelques vidéos sur le récit de voyage de ce prêtre qui dit des choses importantes qui permettent de découvrir ce qu'est la vie de nos ancêtres à cette époque dans la région des îles Eotile. Alors, il parle de séances de purification qui se font avec de l'eau lustrale sur des autels. Alors, il a assisté justement dans le village de Tapa à un rituel de purification. Alors, nous allons écouter ce qu'il dit. Il dit que les serments que font les gens d'ici pour montrer leur bonne foi se font au nom des esprits sur la tête ou une partie du corps d'une personne digne de respect ou encore au nom du Dieu unique. Ça dit quoi? Il va jurer sur un esprit tutélaire de la région. Soit il va jurer, comme il a dit là, au nom d'une personne digne de respect. Voilà. Soit au nom d'un roi, au nom d'un personnage important, etc. Ou au nom du Créateur, pour montrer sa bonne foi. Alors, donc, on va l'écouter ici directement. Alors, nous lisons. Ils jurent encore par Ndiomé, c'est-à-dire Dieu. Et pour cela, ils prennent du sable en leurs mains. Ils se le mettent dans la bouche. Et regardant le ciel, ils apostrophent Dieu et lui disent, Dieu, tue-moi par ce sable si telle chose n'est pas vraie. Sans commentaire, cette façon de faire, cette pratique se voit encore dans nos villages. C'est-à-dire qu'il prend le doigt, il met ça en terre, il jure au nom de Dieu en pointant le doigt vers le ciel, hein, il touche sa bouche pour dire que si ce qu'il dit est faux là, qu'il meurt. Voilà. Donc, vous voyez que quand les gens juraient, c'est au nom de leur vie. Au nom de leur vie. Voilà. Au nom de leur vie. Parce qu'ils ne plaisantent pas avec la vérité. Alors, Godefroy Loyer parle d'un personnage important qu'il appelle Offnon. Alors qu'il qualifie de pontife ou père commun d'Issini. En fait, la fonction d'Offnon se dit Ephraon. C'est la fonction d'Ephraon. En fait, cette fonction n'est pas héréditaire. C'est le roi, les brembis, les baboumets, c'est-à-dire les personnes importantes, qui élisent le nouveau Ephraon, dont la sortie publique est l'objet de parade. Il est paré des attributs de sa fonction, reçoit 10 bénas de poudre d'or, c'est-à-dire la quantité importante de poudre d'or, dans la mesure des poudres d'or utilisées. La partie importante, c'est le bénin. La partie minimale, c'est le takou. Voilà. Et il reçoit des présents. L'auteur a cru que l'Ephraon est une sorte de prêtre sachant confectionner de grands fétiches. En réalité, il n'en est rien. L'Ephraon est le responsable suprême de toutes les classes d'âge du royaume. Voilà. C'est lui qui a la tête de toutes les classes d'âge du royaume. Donc, si on veut voir, c'est lui qui a la tête des guerriers du royaume. Bon, notamment, cela correspond, encore on le voit aujourd'hui avec les Abourés, à l'Efwa Menimbe. L'Efwa Menimbe. Chez les Abourés, il est appelé l'Efwa Menimbe. Mais on voit que à cette époque, au début du XVIIIe siècle, c'est l'Ephraon. Vous voyez que l'Ephraon, Efwa Menimbe, Efwa, c'est le même nom, c'est le même mot. Bon, mais il faut dire que chez les locuteurs, notamment chez les Fanti, ce personnage est appelé Tufuhine. Tufuhine. D'ailleurs, le Tufuhine, il seconde le roi. Il seconde le roi. C'est le personnage important après le roi. Et quand le roi est absent, bon, il assure la régence dans certaines régions du pays Fanti. Alors, comme l'a bien perçu Godefroy Loyer, rien ne peut se décider dans le royaume sans son consentement.
car il est un membre important du conseil royal et le deuxième personnage du royaume après le roi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les classes d'âge dont il est le représentant suprême sont la base de la société et font contrepoids à l'autorité du roi et des chefs. C'est-à-dire que leur avis compte, parce que c'est eux qui sont les guerriers. Et les pharaons est à leur tête. Voilà, c'est comme ça. Les gens d'Isigny se riaient de certaines croyances chrétiennes telles que le paradis et l'enfer. Vous allez voir. Il va y avoir une discussion de type théologique entre Godefroy Loyer et puis les habitants des îles Ewotilé. Vous allez le voir, je vais lire ici. Alors donc, écoutons Godefroy Loyer. Lorsqu'on leur parle du paradis ou de l'enfer, ils font de grands éclats de rire et s'en moquent. Voilà ce que pensaient nos ancêtres. Ils croient que leurs âmes est à la vérité immortelle. Vous voyez? Nos ancêtres, là, ils croyaient en l'immortalité de l'âme. Ce n'est pas Socrate qui leur a appris ça. Mais que le monde durera aussi éternellement et qu'après leur mort, leur âme va en l'autre monde qu'ils établissent au centre de la terre. Que là, elle anime un nouveau corps au ventre d'une femme et que ceux de ce monde-là viennent de celui-ci en faire autant. Ainsi, alternativement, selon leurs croyances, tantôt ils demeurent en ce monde-ci, tantôt en l'autre. C'est-à-dire que l'au-delà, pour eux, les âmes circulent entre l'au-delà et la vie terrestre. Notamment en Agni, cet au-delà est appelé Abolon. Dans les langues cuites, on appelle cela Samampom ou Samandua. Voilà. Donc, en fait, on voit ici que nos parents, croyant à la réincarnation, quand ils disent que qu'elle anime un nouveau corps au ventre d'une femme, en fait, ça fait référence à la réincarnation. Voilà. Nos ancêtres africains croyaient à la réincarnation. Ça, c'est leur croyance. Alors, ce que dit Godefroy Loyer là, prouve la croyance des gens d'Assoko et d'ailleurs de tous les Akans dans les temps passés à la réincarnation, c'est ce qu'il disait. Il y a un lien entre les âmes qui vivent dans l'au-delà et les personnes ici-bas. Les âmes partent donc de l'au-delà, naissent ici-bas et y retournent après leur mort, puis reviennent ici-bas dans un nouveau corps. Voilà, c'est cela. De sorte que, pour les gens d'Assoko, ce qui compte est de vivre pleinement, avoir, comme dit Godefroy Loyer, tout le bonheur, la félicité, être riche, puissant, être servi ou honoré. Ils pensent sans cesse aux parents défunts quand ils mangent ou boivent. Alors écoutons ce que Godefroy Loyer écrit à ce propos-là. Soit qu'ils boivent ou qu'ils mangent, ils en répandent toujours quelque peu par terre, en marmonnant quelques paroles, disant qu'ils donnent à boire et à manger à leurs pères, mères et amis qui sont dans l'autre monde, c'est-à-dire dans l'au-delà. Leurs enfants autant et sont cause qu'ils ont de quoi vivre en celui-ci. Voilà. Donc ils disent que les parents qui sont dans l'au-delà aussi font la même chose pour eux, pour qu'eux aussi ils puissent avoir de quoi vivre ici sur terre. Voilà. Voici décrit ici tout le fondement du culte ou de la vénération des ancêtres des défunts, dont la grande célébration a lieu pendant la fête des Ignames, qui marque en fait la nouvelle année. Mais il y a une vénération quotidienne des parents défunts que Godefroy Loyer a bien décrit. C'est-à-dire que chaque fois qu'une personne mange et boit, elle pense immédiatement aux parents défunts. Et quand elle en met un peu par terre, pour elle, c'est une offrande qu'elle fait pour les parents défunts. C'est comme ça. Alors, les Issini, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui les Ossouma, peuple guerrier, lançaient souvent des expéditions contre le peuple qu'ils avaient expulsé sous demande des Mekibo, c'est-à-dire des Betibé, des Ewotilé. En 1701, donc au tout début du XVIIIe siècle, ils ont lancé une attaque contre les hérets du clan Moro. Ils reviendront chargés de butin, d'or et de captifs. Leurs armes sont des sabres, javelots, saguets, boucliers, fusils, mousquets. Leurs boucliers sont faits en cuir de bœuf recouverts de peau de panthère et ornés de grelots en fer.
Les trois grands chefs guerriers étaient le roi Akassane lui-même, son frère Nyamke et son neveu Emou. Chacun d'eux dirige une division de l'armée du royaume. Les Brembi ou Baboumé ont des troupes qu'ils dirigent. Pendant les combats interviennent des instruments divers, dont les tambours olifants. Parfois, Loyer les appelle trompettes, c'est-à-dire les tambours et les olifants. Bon, surtout les olifants, ils les appellent trompettes. Or, les olifants, soit c'est fait avec des cornes de buffle ou bien, disons, de l'ivoire d'éléphant. Alors, ces instruments permettaient, en jouant les devises de chaque chef guerrier, de savoir reconnaître sa troupe. Voilà, c'est ça. C'était pour que chaque combattant reconnaisse son unité. Voilà, parce que chaque unité a, je peux dire, une façon jouée, une façon précise d'être interpellé à travers le tambour qui est joué ou à travers l'olifant qui est joué. C'était comme ça. Godefroy Loyer décrit bien le tambour de guerre. Alors nous allons l'écouter. Nous allons l'écouter. Ces tambours sont faits d'un morceau d'arbre creusé par un bout seulement, couvert d'une oreille d'éléphant qu'il bande fortement dessus. Ça, c'est vrai. Le 13 novembre 1702, les Hollandais, là de n'avoir pu obtenir du roi Akassane d'arrêter de traiter avec les Français, lancent une attaque, mais ils échouent. Vous voyez la bravoure de nos ancêtres. Alors que les Hollandais avaient des canons, mais ils ont échoué. Le sieur Medeyns, qui dirigeait l'attaque hollandaise, est tué. Et plusieurs de ses hommes faits prisonniers. Les Essini, de leur côté, vont perdre 3 hommes, dont le propre fils du roi Akassane, décédé des suites de ses blessures. Les gens d'Assoko venaient de montrer leur désir d'être libres et de commercer avec les compagnies de leur choix. Voilà. La liberté de commerce. Voilà. Ce qu'aujourd'hui, beaucoup de nos États n'ont pas. Hein, parce que le néocolonialisme français joue contre eux. Les Hollandais enverront un chef guerrier de la région d'Axim, appelé Kofi. Ici, on voit que Godefroy l'a écrit Kofik. En fait, c'est Kofi. Négocier la relaxe des prisonniers hollandais contre le paiement de 10 bénards de poudre d'or. Les prisonniers hollandais seront libérés le 17 janvier 1703. C'est-à-dire qu'ils sont restés presque 1 an prisonniers. Voilà, ces Hollandais là. Après les périodes de tension entre Essini et Adiomolo, c'est-à-dire les populations qui étaient dans le Nzima actuel, une reine de ces derniers, Afamouchou, qui assurait la direction du pays après le décès de son frère unique, le roi, viendra en personne à Assoko le 10 janvier 1703. Donc vous voyez, chez nous les Africains, chez les Akans, il y avait des reines. Il y avait des reines. Puisqu'il y avait le roi, la reine, Ohene, Ohima. Le roi Ohene, la reine Ohima. Donc on voit ici une reine appelée Afamouchou. Bon. Je n'ai pas pu voir vraiment à quel nom aujourd'hui auquel ça correspond. Peut-être ça peut être Afala Amozu. C'est possible. Afala Amozu. Mais lui, il écrit Afamouchou. Peut-être Afala Amozu. Voilà. Ou bien Afala Mozu. Voilà, c'est comme ça. Parce que le nom Afala, c'est souvent un nom qui est donné à la femme. Sans doute, je pense que c'est Afala Mozu. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que cette reine-là, Adiomolo, fera? Elle viendra justement le 10 janvier 1703 rendre une visite d'amitié au roi Akassane. Michael Emerson et Hans Jacob Sour-Etch, qui sont passés sur le littoral d'Assoko respectivement en 1639 et le 21 octobre 1659, appellent le pays Assane Abane ou Assini Abiani. On reconnaît là les noms Essini et Abiné qui ici sont associés. Voilà, ici sont associés. C'est Essini et puis Abiné. C'est une partie de l'île d'Assoko Monobanga a été appelée Abiné. Godefroy Loyer a parlé des Betibé, c'est-à-dire les Eotilés, le peuple que les Essini ont trouvé en place en ces termes. Alors, écoutez ce qu'il dit. Il les appelle vétérés. Il dit les vétérés
sont les anciens peuples de ce pays et qui devront y être naturellement les maîtres s'ils n'avaient pas donné asile aux Icinois et d'autres peuples qui laissent s'agrandir chez eux contre toute bonne politique de quelque nation que ce soit. Cette hospitalité des Bétibés à l'endroit des peuples en quête de terre paisible est confirmée par la tradition orale. Voilà. Les Bétibés accueillaient tous les peuples qui étaient de passage là. Elle affirme que les Bétibés ont donné asile successivement aux Pépéiré, qui sont en fait les Zetsi, dont certains sont des futurs Aïzi, aux Agrambo, c'est-à-dire aux futurs Zaladjan, aux Elengama, c'est-à-dire aux futurs Zaché de Bimpe et aux futurs Ebrié Nokwa, aux Abouré Ehe et aux Abouré Eive. Tous ces peuples-là sont passés par le pays Otile et y ont vécu. L'attitude des Bétibés. Alors, le nom vétéré que Godefroy Loyer donne aux Bétibés, aux Otile, est proche de Vété. Le nom par lequel les Abourés désignent justement les Bétibés, les Otile. Alors, il faut dire que les vétérés, comme il dit, laissent les peuples réfugiés chez eux occuper toutes les côtes de la mer qui est le gagne-pain des uns et la ruine des autres, car ceux-ci, par le moyen des Européens qui fréquentent les côtes, s'enrichissent en achetant d'eux des marchandises qui leur revendent ensuite bien chèrement. Mais en fait, il faut dire que les Bétibés craignaient beaucoup le fait d'être kidnappés et envoyés comme esclaves aux Amériques. Quand tu montes sur le navire, il y a ce risque-là. Donc, les Bétibés ne voulaient pas prendre ce risque. C'est ce qui explique le fait qu'ils laissaient certaines populations plutôt faire le commerce directement sur la côte avec les compagnies européennes. Cette attitude que décrit l'auteur à propos des Bétibés et du commerce avec les Européens est confirmée par la tradition orale. Les Européens que les Bétibés appellent Ngrapo, c'est comme ça que les Bétibés, les Otile appellent les Européens, les appellent Ngrapo. Quelquefois, partaient pour toujours avec les Africains qui montaient à bord de leurs vaisseaux pour commercer. D'où la méfiance des Bétibés qui laissaient les peuples qu'ils accueillaient prendre ce risque. Voilà. Et ils sont prudents, ils ont raison. Les peuples qui ont été placés sur le littoral marin par les Bétibés sont d'abord les Ehe du clan Moro et ensuite les Essini ou Essouma. Le clan Moro a suivi un itinéraire propre et a occupé Al-Sam, de sorte qu'il est détenteur de la plupart des chefferies chez les Abourés Ehe, notamment qui sont aujourd'hui dans la commune de Grand Bassam. Le clan Moro est le seul groupe Abouré qui aura des altercations avec les Bétibés et donc quittera la zone d'Assoko, précisément le littoral, sur la présente côte d'Assini, avant même que les Agnis sans vie ne mettent en mal la quiétude des Ehe d'Onokwan. Une partie des Issini s'installera sur le littoral marin, mais ils vivaient pour la plupart à Assoko, sur la grande île d'Assoko Monobaha. Alors, au XVIIIe siècle, Wopu Nimbeni, le roi des Bétibés, chargera son oncle et chef de classe d'âge, donc Fa ou, voilà, qu'on appelle Epatapa. D'ailleurs, le nom Epatapa, c'est le nom qui est donné à un enfant de sexe masculin né samedi chez les Bétibés, chez les Otile. On appelle alors Epatapa. De s'établir à Assounipulan, sur le littoral marin, pour contribuer à une meilleure défense du territoire de ce côté, mais au besoin de faire du commerce avec les navires de passage. Même si les Bétibés ont longtemps rechigné à commercer directement avec les Ngrapo ou les Blancs, par le biais du commerce local, ils obtenaient des marchandises européennes. Parfois, les navires pénétraient la lagune et mouillaient au large de l'île Ngramo. L'île Ngramo. Alors, vous pouvez regarder ce que j'appelle les cartes de mes vidéos. Il y a une autre vidéo que j'ai intitulée les cartes de mes vidéos, où je montre justement l'ensemble des îles Otile. De la sorte, les Mekibo, c'est-à-dire les Bétibés, obtenaient directement
les produits européens. Voilà. Donc, ils obtenaient directement les produits européens. Voilà. L'acheminement de ces produits par la lagune pour alimenter le marché des Douans et des Bains, deux cités de la zone des Norois, nécessitait le concours des piroguiers Bétibé. Alors, la zone des Douans et des Bains correspond aux actuelles zones d'Alangouanou, hein, Alangouanou, Nouamou, etc. C'était là qu'étaient les cités des Douans et des Bains. Et justement, là étaient établis les Abourés Ehé. Mais aussi, il y avait des pêcheries Bétibé dans cette zone. Les Bétibé ne toléraient pas la présence d'un étranger à leur groupe sur la lagune. S'aventurer sur la lagune sans l'autorisation de leur chef était risqué. Cette attitude était liée à leur volonté de sauvegarder leur sécurité. La méconnaissance du terrain lagunaire par les autres peuples entrait dans la stratégie de leur défense. Ayou Etebe, un ancêtre du matriclan Bosseman, c'est la famille qui dirige aujourd'hui le village d'Abi, sera l'un des chefs de classe d'âge, Fa, chargé de la défense du pays Ewotilé. Donc, c'est-à-dire qu'il était un pharaon. Voilà. Il était chef d'état-major, si vous voulez, si on peut le dire ainsi. Son assassinat sur ordre de certains notables Bétibé sera à l'origine de la rupture entre les Bossemans et les autres clans Bétibé au moment de la domination Agni Sambi. Voilà. L'activité principale des Bétibé, comme l'a bien observé Godefroy Loyer, était la pêche. Alors on va l'écouter ici directement, il écrit: leur unique occupation et toute leur richesse est la pêche, d'où ils tirent le nom de vétéran qui en langue du pays veut dire pêcheur. Bon, peut-être que vétéran, mais en fait, sinon les Abourés les appellent vété. Voilà. Sinon, eux-mêmes s'appellent Bétibé, c'est-à-dire la tête, ceux qui sont la tête des palmiers. C'est ce que ça veut dire, ceux qui sont la tête des palmiers. B, palmier, T, tête, B, désignatif. Voilà. Donc, ceux qui sont la tête des palmiers. C'est ce que veut dire le nom Bétibé. D'ailleurs, dans Etsi, on a le nom tête. Si la pêche était leur principale activité, elle n'était pas la seule. Ils se livraient un peu à l'agriculture, préparaient les champs pour que les femmes sèment ou plantent les vivriers. Certains parmi eux faisaient de l'artisanat tel que la fabrication de pirogues, pratiquaient la chasse, mais effectivement l'activité principale des Bétibé était la pêche en lagune. Le nom vétéré qui leur est attribué dérive du nom vété que leur donne justement leurs voisins abourés. Toutefois, le nom qu'ils se donnent eux-mêmes, Métibo, Métibo, Bétibé, vient de Mé, palmier, Tête, Beau, les gens. Donc c'est désignatif. Ceux qui sont la tête des palmiers, comme je l'ai expliqué. Autrement dit, les gens de la tête du palmier, mieux les premiers, c'est-à-dire ceux qui sont la tête, les premiers, comme une tête de pont dans une migration ancienne. Remarquons la présence du mot tête, ti ou chi, dans le nom de Métibo ou Bétibé, tout comme dans celui des Etsi autochtones et populations anciennes du littoral Fanti, que les Portugais appelleront justement Cabestera, pays des têtes. La vie quotidienne des Bétibé était liée à la lagune et même leur architecture n'y échappait pas. Ce passage du texte de Godefroy Loyer le montre. Alors, écoutons encore Godefroy Loyer, qu'est-ce qu'il dit? Ils vivent pêle-mêle parmi ceux d'Issigny, c'est-à-dire les Essoumans, à la réserve que leurs cases sont bâties sur des pilotis au milieu de la rivière, il faut entendre la lagune, et que les Issinois demeurent toujours à terre. C'est-à-dire les Essoumans, eux, bon, ils n'ont pas de cases sur pilotis. C'est aussi le seul endroit qu'ils ne se peuvent défendre de toute nation qui ne sera jamais si à droite que à bien manier un canot. Et voilà, c'est ça. Voilà ce que Godefroy leur a dit, c'est juste parce que eux, ce sont des grands piroguiers et ce sont des gens qui maîtrisent tout à fait la lagune. Voilà. L'auteur a compris, et cela est exact, que cette architecture de type lacustre était à la fois commode pour leur activité de pêche, mais était un moyen défensif efficace contre leurs ennemis éventuels. C'est aussi le rôle des îles où ils établissent leur village. Voilà. Parlant toujours des Bétibé, Godefroy Loyer écrit: ceux-ci sont distingués des Issinois
par leurs cheveux qu'ils portent long et pendant sur les épaules, ça et là, en plusieurs tresses, au lieu que les derniers les portent courts, se faisant souvent raser la tête. Bon, là, il faut qu'on explique. Alors, j'écris donc, il convient de dire ici que ce n'est pas le peuple Bétibé dans son ensemble qui portait des tresses, non. Mais plutôt, cela était un signe identifiant les jeunes qui allaient subir l'initiation, qui les mettait dans des classes d'âge. Voilà, c'est ça. C'était les jeunes qui allaient subir l'initiation au sein des classes d'âge. Ce sont ceux-là qui se tressaient les cheveux. La classe d'âge des Bessé-Breké avait aussi comme signe distinctif les tresses sur la tête. Voilà. Quant aux Essini, ils ne se rasaient pas la tête par habitude, comme semble dire le texte, mais lors de circonstances particulières, comme en cas de deuil ou de rituel de purification de l'âme. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous vous rendez compte que vraiment, le commentaire du texte de Godefroy Loyer est vraiment important. C'est important. Ça montre comment est-ce que les gens vivaient sur les îles Otile au début du XVIIIe siècle. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors, quelquefois, quand on fait les commentaires, il y a des gens, on fait les vidéos, il y a des gens qui ont des commentaires. Dernièrement, je crois hier, j'ai fait une vidéo sur réponse au discours de Nicolas Sarkozy à l'UCAD. Il y a quelqu'un qui écrit, qui fait un commentaire pour dire que ouais, Nicolas Sarkozy a raison d'avoir dit que les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire parce qu'il a lu les écrits des africanistes. Qui lui dit que les écrits des africanistes sont totalement justes? Beaucoup d'africanistes ne parlaient même pas les langues africaines. Ouais. Ne parlaient même pas les langues africaines. C'est ça les faits. Et justement, nous qui avons fait l'histoire africaine, qui avons écrit, nous avons dû corriger beaucoup de ce qu'ils ont écrit. Voilà. Alors, quand il y a des gens qui font des commentaires par ignorance, comme pour se vanter et se montrer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que ce que Nicolas Sarkozy a dit, ou ce que les africanistes ont dit, est plus que les recherches, le travail de Cheikh Anta Diop? Non. Il y a le colloque du Caire de 1974, où le professeur Cheikh Anta Diop et son disciple, le professeur Théophile Obenga, ont montré la véracité et comment est-ce que ce qu'ils disent de l'histoire de l'Afrique, notamment de l'Égypte antique, est vrai. Il y a des liens entre l'Égypte antique et l'Afrique noire. Donc ce n'est pas toi qui vas venir dire que Nicolas Sarkozy a lu les écrits des africanistes. Mais qu'est-ce que tu en sais? Il t'a dit qu'il a lu ces écrits-là. Hein? C'est vraiment malheureux. Quand des gens font de tels commentaires, ça m'énerve tellement que j'ai envie de les supprimer même de ma page. Parce que je trouve que c'est totalement inutile. Il y a des gens qui ne disent rien de bon. Donc j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci et bonne journée à tous.